Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'intervention de Monsieur Aloulewi, qui pourra nous faire part de son avis de spécialiste sur la question. Vous voulez justement interroger notre politologue, n'est-ce pas, Alexandre? Oui, tout à fait. Pensez-vous, monsieur Aloui, que l'on puisse croire à l'émergence d'un État palestinien? Pensez-vous que cela est probable? Quatre grands facteurs incitent à répondre par la négative. La conjoncture tout d'abord. Le gouvernement israélien actuel est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Il inclut des personnalités comme Avigdor Lieberman, qui n'a pas hésité à demander l'expulsion des Arabes israéliens de l'État d'Israël. En outre, le gouvernement actuel, dirigé par Benjamin Netanyahou, est conduit par le Likoud, parti de droite israélien, dont la charte infirme que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui sont les fondements d'un futur État palestinien, resteront à jamais des territoires du Grand Israël. Mais au-delà de ces considérations conjoncturelles, les évolutions au cours des 15 dernières années laissent peu d'espoir pour la création d'un futur État palestinien viable. Tout d'abord, la politique israélienne du mur, des colonies et de Jérusalem sont des questions territoriales où Israël a cherché à réduire au maximum les revendications territoriales palestiniennes. Pour prendre quelques chiffres, en 1993, au lancement du processus de paix israélo-palestinien à Oslo, il y avait 110 000 colons dans les territoires palestiniens. Ce nombre est aujourd'hui de plus de 460 000 colons. Et des plans de création de nouvelles colonies en Cisjordanie sont continuellement lancés par le gouvernement israélien. Par ailleurs, il ne faut pas négliger de même le statut de la ville de Jérusalem. Selon le droit international, la ligne verte correspondant aux frontières avant 1967 coupe la ville de Jérusalem en deux parties distinctes. Jérusalem-Ouest israélienne, alors que la partie est de Jérusalem est palestinienne, actuellement occupée par Israël. Or, Israël a annexé la partie palestinienne de la ville, déclarant que Jérusalem, unifiée, resterait à jamais la capitale de l'État d'Israël. Une telle décision n'est pas conforme au droit international et contrarie le droit légitime des Palestiniens de revendiquer la partie est de la ville. Depuis Oslo, la ceinture de colonies autour de Jérusalem-Est se renforce. Englobant près de 240 000 colons, elle réduit à néant toute possibilité d'intégrer pleinement Jérusalem-Est dans un futur État palestinien. Enfin, la création de la clôture de sécurité, selon Israël, mur de la honte pour les Palestiniens, est toujours en cours depuis le gouvernement d'Ariel Sharon. Ce mur serpente sur une longueur de 700 km dans la Cisjordanie. La ligne verte s'étend sur 350 km. Il prive les Palestiniens de toute mobilité en Cisjordanie. Il sépare les villes, les quartiers, les agriculteurs de leurs champs et même parfois la population et les hôpitaux. Soulignons tout de même que c'est un mur de 8 mètres de hauteur avec des couloirs aménagés de part et d'autre et entouré de barbelés et de routes pour les soldats. La construction du mur est d'ailleurs l'occasion de destruction quotidienne d'habitations palestiniennes. Ce mur divise la Cisjordanie en trois grands ensembles disloqués. Donc, dans l'état actuel, la carte de la Cisjordanie empêche toute possibilité de créer un État palestinien viable. Ainsi, l'expansion coloniale, la stratégie israélienne visant à annexer Jérusalem-Est et le mur visant à annexer de fait les colonies illégales implantées en Cisjordanie réduisent les revendications territoriales palestiniennes. En outre, un troisième type d'obstacle empêche la création d'un État palestinien. La conception du futur État palestinien est complètement différente selon qu'on se place dans une vision israélienne ou palestinienne. Alors que les Palestiniens souhaitent un État dans les frontières de 1967
pleinement souverain sur ses terres, son sous-sol et son espace aérien, Israël souhaite la création d'un État uniquement sur une partie de Gaza et de la Cisjordanie et dont la souveraineté est inexistante. Cet État serait démilitarisé alors qu'Israël conserverait la souveraineté sur son espace aérien, une partie de son sol, la frontière jordanienne par exemple, et une partie de son sous-sol, le partage des ressources en eau. Un tel compromis est inacceptable pour les Palestiniens qui aspirent à un État pleinement souverain. Permettez-moi de m'interroger sur un point, monsieur. Pensez-vous que les politiques internationales soient au service ou au contraire un frein à la création d'une entité palestinienne ? D'une part, pour ne pas remonter très loin, concentrons-nous sur la politique de l'administration Bush et sur les premières évolutions. Bush a promis de parvenir à une paix interpalestinienne avant la fin de son mandat. D'ailleurs, 6 mois avant son départ, il annonçait toujours, avec le même enthousiasme, qu'avant janvier 2009, un État palestinien sera créé. En vérité, la réalité est tout autre. Si Bush parlait souvent du conflit israélo-palestinien, il n'a pas fait grand-chose pour le résoudre, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, Bush a mené une politique de soutien inconditionnel à Israël. Son gouvernement n'a jamais fait pression sur Israël pour arrêter la construction du mur, des colonies ou même pour arrêter les attaques pendant les guerres du Liban et de Gaza qui ont fait des milliers et des milliers de civils côté libanais et palestinien. Ensuite, pendant ces 2 mandats, Bush a mené 2 guerres en Afghanistan et en Irak en abandonnant complètement le conflit israélo-palestinien. De plus, 2 événements ont caractérisé la politique de Bush. Le lancement de la feuille de route pour la paix, mais en vérité cette feuille de route ne proposait aucune solution concrète aux différents problèmes, comme le problème des colonies ou la situation de Jérusalem. Elle ne faisait qu'inciter les partis à arrêter les violences. En plus, Bush a complètement négligé une offre de paix arabe qui proposait la reconnaissance d'Israël en échange de la restitution de l'ensemble des territoires occupés de l'ensemble des territoires arabes occupés par Israël et d'une solution juste à la question des réfugiés palestiniens. Ce plan de paix de Fahed a été rejeté par Israël et par les États-Unis. Le deuxième point, c'est l'attitude des Européens et des Américains à l'égard du Hamas, mouvement puissant, populaire et vainqueur d'élections démocratiques exigées par les États-Unis et l'Union européenne. Constatant que le mauvais parti a gagné les élections démocratiques que l'on exige, l'Union européenne et les USA ont décidé de boycotter le gouvernement du Hamas. Ce boycott visait à faire pression sur le Hamas pour accepter le processus de paix. En plus, comme nous l'avons précédemment évoqué, l'administration Bush a favorisé la rupture entre Fatah et Hamas et a cherché à détruire le Hamas par son rival. En fait, la politique de Bush a été particulièrement néfaste à l'émergence d'un État palestinien.